So, I mean, Kevin Hart was fired from the Oscars because of some offensive tweets. Hello? Lucky for me, the Hollywood Foreign Press can barely speak English, and they've no idea what Twitter is. So I got offered this gig by fax. So let's go out with a bang. Let's have a laugh at your expense, shall we? Remember, they're just jokes. We're all gonna die soon, and there's no sequel. So, yeah, remember that. But you all look lovely, all dolled up. You came here in your limos. I came here in a limo tonight, and the license plate was made by Felicity Huffman. So, no, shush. It's her daughter I feel sorry for, okay? That must be the most embarrassing thing that's ever happened to her. And her dad was in Wild Hogs. So, but tonight isn't just about the people in front of camera. In this room are some of the most important TV and film executives in the world. People from every background, but they all have one thing in common. They're all terrified of Ronan Farrow. He's coming for you. He's coming for you. Look, talking of all you perverts, it was a big year. It was a big year for paedophile movies. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Shut up. Shut up. I don't care. I don't care. Many talented people of colour were snubbed in major categories. Unfortunately, there's nothing we can do about that. The Hollywood Foreign Press are all very, very racist. So, fifth time. So, we were going to do an in memoriam this year, but when I saw the list of people that had died, it wasn't diverse enough. It just, no. It was mostly white people, and I thought, nah, not on my watch. So, no one cares about movies anymore. No one goes to cinema. No one really watches network TV. Everyone's watching Netflix. This show should just be me coming out going, well done, Netflix, you win everything. Good night. But no, we got to drag it out for 3 hours. You could binge watch the entire first season of Afterlife instead of watching this show. That's a show about a man who wants to kill himself because his wife dies of cancer, and it's still more fun than this, okay? Spoiler alert, season 2 is on the way, so in the end, he obviously didn't kill himself, just like Jeffrey Epstein. Shut up. I know he's your friend, but I don't care. You had to make your own way here in your own plane, didn't you? Right, all the best actors have jumped to Netflix and HBO, you know. And the actors who just do Hollywood movies now do fantasy adventure nonsense. They wear masks and capes and really tight costumes. Their job isn't acting anymore. It's going to the gym twice a day and taking steroids, really. Have we got an award for most ripped junkie? No. It's the last time, who cares? Oh. Apple roared into the TV game with a morning show. A superb drama, yeah. A superb drama about the importance of dignity and doing the right thing, made by a company that runs sweatshops in China. So, well, you say you're woke, but the companies you work for, I mean, unbelievable. Apple, Amazon, Disney. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? So, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and fuck off, okay? So, it's already 3 hours long. Knives Out has 3 nominations tonight. Yeah. See what can happen if you don't dress people up as cats? It's that easy. Kill me. We're nearly done. Jesus. 3, it's already 3. Right, last one. Come on, guys. Our next presenter starred in Netflix's Bird Box, a movie where people survive by acting like they don't see a thing. Sort of like working for Harvey Weinstein.
You did it. I didn't. You did it. Shut the fuck up. That's it. Good night. Thank you. Please donate to Australia. Have a great time. Get drunk. Take your drugs. Amis internautes, préparez-vous car nous sommes sur le point de parcourir en accéléré l'une des histoires les plus sombres qui ait jamais ébranlé l'élite américaine. Une histoire d'argent, de sexe et de chantage. Voici l'histoire de Jeffrey Epstein racontée en 5 minutes. Brooklyn, New York, 1953. C'est là que commence la sordide saga d'Epstein. Fils aîné d'une famille juive, Epstein avait apparemment un penchant naturel pour les mathématiques. Et bien qu'il ait fait des études universitaires, il n'a jamais obtenu de diplôme. L'absence de diplôme ne l'a pas empêché de décrocher un emploi de professeur de physique et d'algèbre à la Dalton School, école privée et très sélective de Manhattan, où à l'époque, Donald Barr, père du procureur général William Barr, occupait le poste de doyen. Apparemment, des rumeurs sur le génie en mathématiques d'Epstein ont attiré l'attention d'Alan Greenberg, dont le fils fréquentait l'école Dalton. Greenberg a fait entrer Epstein dans son entreprise comme trader spécialisé dans les options. Il y est devenu associé en moins de 5 ans, avant de partir pour créer sa propre société de conseil. Epstein y décrit son rôle comme celui d'un chasseur de primes de haut niveau pour sa clientèle élitiste. Finalement, son succès lui a permis de créer J. Epstein & Co., une société de gestion financière entourée du plus grand secret, ne prenant en charge que les clients ayant au moins $1 milliard d'actifs. Mais pourquoi des milliardaires engageraient-ils un type dont personne n'a jamais entendu parler pour gérer leurs finances ? Alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles l'argent de Rockefeller était géré par Epstein, l'un des seuls clients publics de Jeffrey Epstein & Co. était Leslie Wexner, de L Brands, qui comptait Victoria's Secret sous son égide. Epstein a eu une liaison avec la personnalité juive mondaine basée à Londres, Ghislaine Maxwell, fille du magnat des médias Robert Maxwell, décédé dans des circonstances mystérieuses l'année précédente. Le ministère britannique des Affaires étrangères avait soupçonné Robert d'être agent secret pour un gouvernement étranger. Certains ont parlé du KGB, d'autres du Mossad, étant donné que Robert avait aidé à armer Israël pendant la guerre israélo-arabe de 1948. Au moment de sa mort, Robert faisait l'objet d'une enquête pour crime de guerre, remontant à la période où il était capitaine au sein de l'armée britannique. Quoi qu'il en soit, la relation amoureuse d'Epstein avec Ghislaine a commencé au début des années 90, et leur amitié s'est poursuivie longtemps après leur rupture. On pourrait dire que ce fut la période de gloire d'Epstein, celle durant laquelle il a accumulé de grandes richesses avec des propriétés luxueuses, tissant un vaste réseau de relations au fil du temps, des célébrités aux scientifiques, en passant par les dirigeants mondiaux et la royauté. En 1998, Epstein a acheté une île privée dans les îles Vierges, Little St. James, et il y était connu pour emmener ses amis en jet privé, rebaptisé plus tard le Lolita Express. Parmi les visiteurs de l'île figuraient les Wexner, Bill Clinton, le prince Andrew, Alan Dershowitz et même Stephen Hawking, ainsi que d'autres scientifiques et chercheurs éminents. La période philanthropique d'Epstein semble indiquer qu'il s'intéressait vivement au développement humain et à l'intelligence artificielle, sa générosité n'ayant pas de limite. La question qui se pose est la suivante. Epstein finançait-il ses entreprises coûteuses avec certaines des personnes les plus puissantes du monde ? Ou quelqu'un d'autre finançait-il ses activités ? La si solide réputation d'Epstein a été mise à mal en 2005, lorsque sa première victime s'est manifestée. Une femme a rapporté à la police que sa belle-fille de 14 ans avait été payée $300 pour déshabiller et masser Epstein. Ce rapport a ouvert la porte à une avalanche d'accusateurs. À peu près à la même époque, une action en justice a été lancée, alléguant qu'Epstein avait caché des caméras pour faire chanter des personnalités éminentes aux côtés des victimes mineures. Et l'affaire a finalement été transférée au FBI. Alexander Acosta, procureur du sud de la Floride, a quasiment offert à Epstein l'arrangement de sa vie, lui permettant de plaider coupable à seulement 2 infractions pour prostitution, l'obligeant à se déclarer comme délinquant sexuel et à purger 18 mois de prison. Epstein avait une aile privée de la prison pour lui tout seul, avec son propre service de sécurité privée, et il était autorisé à quitter la prison en liberté surveillée pendant la journée.
Après avoir purgé 13 mois, il a bénéficié d'une libération conditionnelle, mais a été immédiatement autorisé à prendre l'avion pour son île privée. Lorsqu'on a reproché à Acosta de laisser Epstein s'en tirer si facilement, il a déclaré qu'Epstein appartenait au monde du renseignement, laissant entendre qu'il était au-dessus des lois. La réputation ternie d'Epstein a pris d'autres coups au fil des années, lorsqu'une série de victimes et d'anciens esclaves sexuels se sont présentés et ont affirmé que Ghislaine Maxwell agissait comme proxénète et collaboratrice dans l'opération internationale de trafic sexuel d'Epstein. Pas plus tard que le 6 juillet 2009, Epstein a été arrêté pour trafic sexuel d'enfants et lorsque les agents du FBI ont fouillé sa maison de Manhattan, ils y ont apparemment découvert des preuves de trafic sexuel comprenant des milliers de photos de femmes nues, dont certaines étaient mineures. Dans le coffre-fort d'Epstein, ils y ont trouvé des liasses de billets et un faux passeport datant des années 1980. Voilà l'histoire de Jeffrey Epstein en 5 minutes, l'essentiel en tout cas. Alors, amis internautes, que diriez-vous d'un petit tour de questions complémentaires ? Qui a bénéficié de l'opération de chantage d'Epstein auprès des dirigeants mondiaux et des personnalités éminentes ? Les médias vous ont certes parlé du trafic d'Epstein, mais vous ont-ils dit explicitement ce qui le motivait ? Remarquez-vous des similitudes entre les actualités récentes et celles qui ont dominé le cycle électoral de 2016 ? Quel est le but de cette couverture médiatique incessante autour du scandale Epstein, alors que nous avons déjà constaté que la justice n'est peu ou pas appliquée ? Le but serait-il de normaliser la pédophilie ? L'objectif est-il d'influencer votre vote pour les élections de 2020 ? Ou bien l'objectif est-il que vous n'ayez aucune attente concernant l'absence de comportement moral des dirigeants mondiaux ? Comme toujours, je suis dans l'attente de vos commentaires. Merci d'avoir regardé, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de soutenir ma chaîne via Tipeee ou PayPal. À très bientôt. Puis maintenant, on va passer à un livre-choc sur les coulisses de la vie du producteur américain Harvey Weinstein à Cannes, qui est à la une francophone du 64 minutes. Et ce livre-choc, c'est le vôtre, Michael Chemloul. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Xavier. Alors, vous avez été pendant 6 ans le chauffeur d'Harvey Weinstein, notamment pendant le Festival de Cannes. Vous publiez donc aux éditions Baker Street Le démon de la croisette, Harvey Weinstein côté coulisses. Alors je rappelle en 2 mots que le scandale Harvey Weinstein a éclaté en octobre 2017, donc l'année dernière. Plusieurs femmes, ils sont aujourd'hui 80, ont accusé donc cet homme qui était l'un des plus grands, qui reste un des plus grands producteurs du cinéma américain, de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol. Weinstein a été interpellé en mai de cette année, il est inculpé, l'enquête est d'ailleurs toujours en cours et une nouvelle audience, je pense, doit avoir lieu le 20 décembre prochain. Alors, Michael Chemloul, qui était le Harvey Weinstein que vous avez côtoyé pendant ces années à Cannes? Si vous deviez décrire en fait son comportement, sa personnalité, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais que c'était un mi-ange, mi-démon qui était capable d'amener un saint. Et il faisait peur à tout le monde. De toute manière, c'était quelqu'un qui me menaçait surtout, parce qu'il faut savoir aussi que travailler avec un monstre sacré du cinéma hollywoodien dans les années 2008, il y a 10 ans de cela déjà, c'était pas donné à tout le monde. Déjà... Comment vous êtes devenu son chauffeur d'ailleurs? Écoutez, je suis tombé dans la gueule du loup quelque part, parce que moi je ne savais pas que j'allais conduire un personnage aussi grossier. Vous ne le connaissiez pas en fait avant? J'entendais des échos sur lui par le passé. Il avait cette habitude d'harceler, on l'appelait gros porc, mais j'avais rien vu de tout ça. Moi. C'était les vétérans qui racontaient. Et donc son ancien chauffeur, il fallait bien vivre cette expérience. En direct live pour essayer de raconter sa relation avec le Harvey Weinstein. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour aussi expliquer que de toutes les manières, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui connaissaient le phénomène et qui ne disaient jamais rien. Ce qui veut dire qu'à Hollywood et dans le milieu du cinéma, à Cannes en particulier, c'est le règne de l'omerta, c'est-à-dire qu'on sait mais on ne dit pas. On avait l'impression qu'il était protégé par des personnes, des grands de ce monde, et notamment des politiques aussi, je suppose. Mais de toutes les manières, même les personnes qui ont essayé de parler, ne serait-ce que de prononcer son nom publiquement, il y a beaucoup de ces gens-là qui ne sont pas arrivés. Ou alors, s'ils sont arrivés à le dire, de toutes les manières, il n'y avait pas 36 000 solutions avec Harvey Weinstein de régler les problèmes. Procéder par élimination, il les détruisait. Il détruisait toute leur carrière, leur vie.
ils étaient supprimés, ou alors il y avait dans certains cas aussi... Carrément. Ah, carrément, oui, parce que c'était quelqu'un qui fréquentait, il faut dire la vérité, des enfants, c'était pas un enfant de cœur, et il avait beaucoup de... Parce que vous l'accusez d'avoir, à la limite... Il fréquentait beaucoup les oligarques russes, il allait chercher l'argent... Il y a des gens qui l'a fait tuer, il y a des gens qui l'a fait éliminer physiquement. On entendait parler que, de toutes les manières, si tu fais un article sur moi, je te destroy. Ça revenait souvent dans mon oreille. De toutes les manières, les gens qui ont essayé, ils n'y sont pas arrivés. Alors, mais aujourd'hui, je pense que ces gens-là, il y avait aussi, dans certains cas aussi, ils leur proposaient des arrangements financiers. Ouais. C'est-à-dire qu'il est payé pour qu'ils se taisent. Pour qu'elles se taisent, parce que c'était souvent des femmes. Il y avait des hommes et des femmes, de toutes les manières, il faut dire la vérité. Les hommes, ils ne se faisaient pas harceler physiquement et sexuellement, mais ils se faisaient moralement harceler, comme moi, j'ai été la tête de turc de Harvey Weinstein. Avant de parler de vous, les femmes, vis-à-vis des femmes, c'était quoi? C'était un chasseur, un prédateur? C'était quelqu'un... Un manipulateur moi, à mon avis, il avait une grosse pathologie, cette addiction au sexe, qui était flagrant. Quand on rencontrait Harvey Weinstein, au début, on pense que c'est un type qui a du succès, mais il n'a rien d'intrigant, je dirais, il n'a rien de... Mais vous avez été le témoin vous avez été le témoin d'agression, de viol? Non, pas de viol direct, mais quand vous voyez une fille qui arrive d'elle-même, qui se met dans ses bras, qui se jette dans ses bras, et ça lui facilite l'accès pour la violer ou pour la harceler, elle vient, elle est consentante. Il n'y a jamais eu un manquement au consentement. Mais après, quand elle sort du véhicule ou elle sort de sa chambre, de sa suite royale, on pleure, et puis comme si qu'elle avait été violée, on se posait des questions, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? L'amour a ses bizarreries quelque part aussi. Il peut y avoir viol dans le consentement aussi. Vous savez, il y a un dérapage parce que il exigeait d'elle quelque chose qu'elle ne voulait pas pour avoir le rôle. Et puis elle se donnait corps et âme. Alors, finalement, il a détruit plus d'une. Alors il y a beaucoup d'anecdotes dans votre livre, mais un jour en 2013, et là ça vous concerne, il vous frappe, il vous donne un coup dans les côtes. Sur le moment, est-ce que vous comprenez pourquoi? Encore une fois, il m'a mis sur le chapeau le bouc émissaire parce que deux call girls l'ont planté. Et c'est Michael qui prend. Et là, j'étais en train de le conduire en revenant sur le chemin, sur le Byblos, l'hôtel où il habitait à Saint-Tropez. Et il me surprend avec un coup de coude dans les côtes, un coup de poing dans la nuque, il me fracasse mes lunettes. Et je me dis, mais c'est pas possible, je vais aller dans le décor avec ce type, mais je vais pas me mettre... Vous avez pensé le tuer là, à un moment donné. J'avais pensé, ça m'a effleuré l'esprit de donner un coup de volant et rentrer dans un panel à Alors vous dire la vérité. Mais après, en fraction de seconde, je m'étais dit, Michael, réfléchis bien une seconde. Vous avez porté plainte après? J'ai porté plainte. Ça a été classé sans suite? Ça a été classé sans suite parce que le procureur, il s'est dit, il n'y a pas de témoin. Et puis, je suis rentré dans une dépression nerveuse, un burn-out. J'ai mis 6 mois pour venir déposer plainte et puis pour pouvoir parler parce que j'étais au fond du trou. Voilà, donc et ce livre, c'était un peu votre thérapie en fait? C'était un livre thérapie, un livre thérapie, et puis c'est un livre qui va tout droit au cœur de tous ces mouvements qui se sont créés depuis sa chute. Justement, le mouvement MeToo, vous approuvez, j'imagine? Absolument. MeToo, balance ton port, on agit maintenant. Il faut que la femme aujourd'hui soit libérée et qu'elle dise la vérité parce que c'est très difficile de raconter un viol ou de raconter un harcèlement quand on a un patron qui exige de vous cela et puis vous vous dites peut-être que c'est la chance de ma vie alors que c'est tout à fait le contraire. Merci Michael Chemloun. Je renvoie donc à votre livre Le démon de la croisette aux éditions Baker Street. Merci d'être venu en parler dans 64 minutes.